Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur une console mythique, la PC Engine du fabricant NEC. Alors NEC, c'était un fabricant d'ordinateurs qui s'est lancé dans l'aventure des consoles en créant un partenariat avec Hudson Soft, qui était lui un développeur de jeux vidéo très connu au Japon. Hudson Soft développait des jeux vidéo, NEC développait la technologie, et ensemble ils ont créé une console vraiment mythique. On va voir pourquoi elle a été si remarquable. Bon, déjà, leur mascotte est ce personnage que l'on est en train de voir maintenant, Pichi Denjin, qu'on connaissait sous le nom de Bonk aux US et sous le nom de PC Kid en Europe. Donc le 1, le 2. Moi, cette console, je l'ai connue dans ce magasin, donc j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Ce magasin qui s'appelait Pixisoft, qui était le pionnier de l'import dans ma région. Un magasin qui était très très bien achalandé en Sega, très peu de Nintendo, et qui avait la particularité aussi de s'être mis sur la NEC, fin des années 80. Donc la NEC, quand on disait la NEC, mais c'est plutôt la PC Engine. Alors en France, on a eu cette version qui s'appelait la Core Graphics, et bien sûr la PC Engine GT que l'on voit là. Alors on va la voir à l'intérieur du magasin sans les reflets là sur la vitre, puisque là moi j'ai fait une réplique de la vitrine un petit peu dans l'esprit de ce qu'elle était dans son magasin de l'époque. Donc on y voit les principales consoles populaires à ce moment-là. Alors il y avait de la NES, bien que dans la sienne il y en avait très très peu. Là c'est juste pour la beauté du display que j'ai fait ça, j'ai mis quelques jeux emblématiques. Bien sûr la Master System avec les jeux les plus importants pour moi. Phantasy Star, Spellcaster, Wonder Boy, Golvelius, voilà, Miracle Warriors, surtout Phantasy Star. Et la PC Engine avec quelques-uns de ces jeux emblématiques. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là? PC Kid, le premier. On voit encore d'ailleurs en haut à droite le prix 399. C'est encore l'écriture du patron du magasin et c'est le prix auquel je l'avais acheté dans sa boutique. Donc je suis content d'avoir gardé l'étiquette de prix dessus. Je trouve que ça donne un côté nostalgique, renforcé. PC Kit 2 que j'ai acheté aussi dans cette boutique et le 3 pareil que j'ai acheté ici aussi. Ainsi que Kadash, on voit aussi le prix dessus 349 francs. Voilà un jeu mythique de la NEC, j'en parlerai plus tard. Rentrons dans la boutique et allons voir tout ça en détail. Alors, j'ai mis en avant dans cette boutique un panel des jeux NEC qui est assez important. On voit que ça prend quasiment tout le mur ici. Alors j'ai fait ça parce que justement c'était un magasin qui a été un pionnier de la PC Engine. L'histoire que j'ai avec cette console, elle commence avec cette console, la PC Engine GT, PC Engine GT. Alors quand on voit ça, moi ça ne me rappelle que d'excellents souvenirs. Alors déjà, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, cette console elle est sortie au début des années 90 et la seule console concurrente à celle-ci à l'époque, c'était la Game Boy. Alors je ne vais pas dire que la Game Boy était une mauvaise console portable, c'était certainement ce qu'il y avait de mieux. Alors on ne peut pas dire technologiquement parlant, puisque c'était quand même très faiblard l'écran. Ça bavait, on pouvait pas y jouer, il fallait y jouer en pleine lumière, il y avait plein de défauts, mais il y avait quand même tellement de qualité, très peu de piles, on pouvait jouer avec 4 piles et on pouvait jouer longtemps. Donc ça c'était quand même un choix stratégique de la part de Nintendo qui s'est avéré être payant à terme, puisque la Game Boy ça reste une des consoles Nintendo les plus vendues. Donc voilà, on avait ça. Et moi, j'avais donc ça. Alors, je l'ai acheté ici, dans ce magasin, cette console, la PC Engine GT. J'avais dû attendre longuement pour la voir parce qu'elle n'était pas disponible. Il avait dû la commander. On la voit donc ici. C'est la version de droite, donc la boîte noire. C'est la boîte que j'ai eue au début des années 90.
Donc je l'avais gardée en très bon état, bien sûr je l'avais achetée neuve. Ici à côté on voit la Turbo Express, c'est le nom américain de la PC Engine GT. Alors on va parler des versions américaines plus tard, parce que là aussi il y a pas mal à dire. Mais on peut déjà constater que c'était deux designs vraiment différents, mais la console bien sûr était la même, avec les mêmes caractéristiques techniques, mais elle n'était pas sortie au même moment. Pour pouvoir essayer de l'avoir le plus tôt possible, j'avais bien sûr opté pour la version japonaise, les accessoires qui vont avec. Alors je n'avais pas tous ces accessoires. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a là, ça c'est le car adaptator, donc c'était pour brancher la console sur l'allume-cigare pour jouer dans la voiture. Ça ici c'est l'adaptateur pour brancher la console sur le secteur. Ça c'est le câble Link pour brancher deux consoles entre elles, ce qui était aussi le cas on pouvait le faire aussi sur la Game Boy. Le Power Pack, donc ça c'était pour avoir une batterie supplémentaire, car cette console, son gros défaut, c'était la consommation de piles. Alors effectivement, NEC avait tout misé sur la technologie et elle était totalement avant-gardiste. Cette console, c'était complètement dingue. L'écran était ce qu'il y avait de mieux sur le marché, vraiment une résolution incroyable, et surtout aussi la possibilité de brancher un tuner TV. Là on le voit connecté à la console. Moi c'était ça que j'avais vu dans les magazines, on voyait cette console avec le tuner. Alors maintenant c'est un côté kitsch parce que c'est imposant, mais à l'époque quand on voyait ça, pour moi c'était le futur dans la poche. Alors ça rentrait pas dans la poche, mais dans le sac à dos en tout cas. Sauf que le tuner n'a jamais été compatible avec les fréquences françaises, donc on ne pouvait pas regarder la télé avec, mais ça m'aura fait rêver pendant des années. La Game Gear après de Sega a eu un accessoire similaire, on le voit ici d'ailleurs, mais ça fera l'objet d'une émission spéciale pour la console de Sega. En attendant, on revient donc sur cette rivalité. Donc, d'un côté, on a... Bon, la Game Gear n'était pas encore sortie. D'un côté, on a la Game Boy. Et de l'autre côté, on a la PC Engine GT. Donc, deux consoles portables, deux positionnements sur le marché totalement différents. Un positionnement ultra haut de gamme pour la NEC et un positionnement très grand public et accessible pour la Game Boy. Donc, moi, j'avais bien sûr eu la Game Boy, PC Engine GT. Inutile de dire que j'ai plus trop joué à la Game Boy tant cette console était dingue. Alors, autre chose de dingue sur cette console, c'était que c'est pas la première console de NEC à sortir sur le marché. Si on essaye de comprendre l'histoire de NEC, il faut d'abord remonter à cette console. Donc la voici dans sa boîte d'origine, la PC Engine. Donc console de salon, ultra compacte. C'était aussi, la taille était révolutionnaire, hein. On n'avait jamais vu une console aussi petite. Une manette de boutons donc similaire à ce qu'on pouvait trouver sur la Master System, avec une croix qui était différente de celle de la Famicom ou de la NES quand même. Mais sinon on avait deux boutons, Star Select, la configuration de manette classique des années 80. Donc cette console est sortie en premier, je ne sais plus exactement la date, je dirais 1986 à peu près. Quelque chose comme ça, donc quand même quasiment au même moment que la NES finalement, enfin que la Famicom au Japon. Je crois qu'elle est sortie un an après la Famicom au Japon, quelque chose comme ça. Donc c'était pas la première console 8 bits sur le marché, puisque la Famicom était sortie avant, mais c'était ce qu'on considérait comme une console entre le 8 et le 16 bits. Elle avait des capacités supérieures aux autres consoles, c'est-à-dire ses concurrentes, la Famicom et la première console de Sega, la SG-1000. Donc des consoles qui n'avaient pas énormément de capacité technique, mais la NEC, elle en avait dans le ventre. Et surtout, c'était pas la seule innovation. Sur la Master System, on mettait ce genre de cartouches. Sur la NES ou la Famicom, on mettait des cartouches encore plus grosses. Alors que sur la NEC, on avait ça. On voit bien l'épaisseur. Donc évidemment, c'est plus épais qu'une carte de crédit, mais quand même. Ils avaient appelé ce format-là la U-Card. On le voit, là c'est marqué en bas à droite de la carte. Et c'était une technologie très très novatrice. Là, on la voit ici intégrée dans la console. Là. Voilà, donc ça, là, la console est noire ici
parce que c'est la deuxième version de cette console. Donc il y a eu la PC Engine, et après NEC a sorti la Core Graphics en deuxième temps, qui était quasiment la même chose avec quelques petits ajouts. Donc on avait cette console, et quelques années après, pas si longtemps après, NEC a encore innové en apportant le premier CD-ROM pour la PC Engine. Alors ça, c'était aussi quelque chose de révolutionnaire, hein. Donc à la fois une console cartouche révolutionnaire et à la fois un add-on CD-ROM révolutionnaire, parce que très petit aussi. Et puis c'était la première fois qu'on avait une console de salon dotée d'un CD-ROM. C'était donc les pionniers. Les deux cumulés, ça donne cet objet. Alors là, qui est pour moi totalement mythique, parce qu'il est d'une beauté absolument renversante, tout blanc. Alors on ne pouvait pas les connecter l'un à l'autre tout seul. Il fallait utiliser cet accessoire qui s'appelait l'interface unit, qu'on voit ici. Et d'ailleurs, on peut voir que on peut mettre la console dans une espèce de mallette. Ça sert à la fois de connexion et aussi à la fois de mallette de transport. Alors là, inutile de dire que quand on se baladait avec ça dans le métro en fin 80, on était un peu la méga star. Donc ici d'ailleurs sur ce display, les deux machines les plus belles pour moi, à mon sens, donc la NEC et la console de Sega, la Mega Drive, avec son lecteur CD, le Mega CD, qui lui était sorti en 1991, donc je crois 2 ans après la version NEC. Donc NEC a eu de l'avance à peu près sur tous les plans dans ce marché des consoles à la fin des années 80. C'était vraiment un constructeur qui était à l'avant-garde de toutes les technologies. Alors là, ici, on voit dessous un accessoire qui s'appelle le ROM Amp. Alors là, on le voit ici, et on va voir la boîte ici, parce qu'il est assez rare en boîte maintenant. Donc cet accessoire permettait de faire du karaoké à la maison, et aussi de faire sortir le son de la PC Engine sur ces enceintes qui étaient livrées avec. Voilà, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que la plupart des consoles japonaises passaient par le câble antenne. Donc on avait une qualité d'image qui était pourrie, et on avait surtout un son qui était encore plus pourri. Donc on avait vraiment besoin d'un système de son pour pouvoir en apprécier le son. Surtout que là, on était sur du CD-ROM, voilà, comme ça. D'un côté, les cartes, les U-cards, et de l'autre, les CD-ROM, tels qu'on les a connus aussi sur Mega CD. Donc c'était la première fois qu'on avait des jeux sur ce support. Qu'est-ce que ça a apporté, ce support CD d'ailleurs? Parce que il faut bien voir aussi que quand on rajoutait cet accessoire CD à cette époque-là, on ne boostait pas les caractéristiques techniques de la console. Donc qu'est-ce que ça a apporté, ce lecteur CD finalement? Quand on voyait ça, on se disait que peut-être ça pouvait booster les capacités de la console. C'est ce qu'on se disait, parce que on voyait ça, ça avait l'air tellement futuriste. Sauf que c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, ce qu'a fait Sony avec la PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro, qui upgradait les capacités techniques de la console, ou la PlayStation 5 Pro, c'est la même chose. Là, ce n'était pas du tout ça. Ça ne rajoutait rien aux capacités de la console. Les deux principaux ajouts, c'était le fait de pouvoir mettre des musiques de qualité symphonique, de CD audio, donc on pouvait enregistrer de la musique de bien meilleure qualité, et surtout on pouvait avoir des intros et des cutscenes en animé, donc en pixel art bien sûr. Ça, on ne pouvait pas dire dessin animé, mais quasiment. Donc c'était des intros, surtout sur cette console, les intros ont été très bonne qualité. Et c'était ça qui faisait la différence. Mais par contre, l'affichage des couleurs était le même, les affichages de scrolling étaient les mêmes. Il y avait pas, on passait pas sur des jeux qui ressemblaient à des jeux 16 bits. Même la palette de couleurs était la même. Et c'est d'ailleurs ce qui a perdu aussi Sega avec le Mega CD. C'était qu'on attendait une Mega Drive surboostée. Finalement, on aura eu une Mega Drive avec un meilleur son. C'est à peu près tout ce qu'il y avait de nouveau avec le Mega CD. Mais bon,
revenons sur donc, cette console NEC. Alors déjà, cette technologie, c'était une technologie hybride entre 8 bits et 16 bits. Alors c'est ce qui se disait beaucoup, mais dans les faits, est-ce qu'on voyait bien cette différence? Alors là, il y a quelque chose de très très simple pour la vérifier, c'est de comparer Shinobi sur les deux consoles. Alors, en bas, on a Shinobi sur Master System, sorti en 1987, donc il est en train de tourner ici. Alors là, ici, il est plein écran parce que j'ai fait modifier la console par Gemba Games. Donc on peut voir que le jeu est quasiment plein écran et est très rapide, ce qui n'était pas du tout le cas de la version Master System de base. Mais quand on regarde ça, c'est là où on comprend toute la différence. On peut voir déjà la rapidité du jeu, mais aussi la taille des sprites, la taille des personnages affichés à l'écran. Donc celui-ci contre celui-ci. Là, je vais essayer de les montrer les deux. Je ne sais pas si on va les voir de loin. Ça devrait arriver à se lancer. Mais on a quasiment un sprite 2 fois plus gros sur la NEC. C'est-à-dire quasiment le sprite de l'arcade sur la PC Engine. Donc il faut imaginer qu'on avait ça chez soi. C'est-à-dire quasiment la version arcade du jeu, alors que là, Master System, on avait une adaptation qui était quand même assez éloignée du jeu d'arcade, même si c'était une très très bonne conversion pour la console, c'était très très bien. Mais quand même, la version NEC, ça n'avait rien à voir. Alors, elle était tellement gourmande en mémoire qu'ils ont enlevé un stage sur la version NEC. Donc, le jeu est moins long sur NEC, mais il est beaucoup plus beau et beaucoup plus proche de l'arcade. Donc une console super puissante pour l'époque, une console novatrice, c'est bien, mais est-ce qu'il y avait de bons jeux sur cette console? Parce que la technologie, on sait que c'est pas ça qui fait le succès d'une console. Ce sont vraiment les jeux. Alors au niveau jeu, on a été quand même très très bien servi sur cette console. Alors, je remonte un petit peu ce panel-là. Alors avant de parler des jeux, des très bons jeux, il y a aussi quelque chose qui avait fait la différence avec la Master System de Sega notamment, c'est que NEC avait acheté énormément de licences. Sega avait très très peu de licences, à part par exemple Moonwalker, qui est sorti après sur Mega Drive, aussi sur Master System, mais donc la licence Michael Jackson, mais il y a eu très peu de licences. Alors que sur NEC, on va voir là maintenant, il y en a eu énormément. Par exemple, Knight Rider. Donc ça aussi, c'est une licence de série télé américaine. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu City Hunter. Alors ça, c'était le rêve quand même, d'avoir un jeu vidéo City Hunter. Il n'y en a pas eu beaucoup en plus des jeux City Hunter. Celui-là était pas mal. C'est un jeu dans le genre de Elevator Action, si je me souviens bien. Donc un petit jeu d'action vu de profil, bon, sans prétention. Le jeu est pas génial, il est pas mauvais non plus, mais la boîte est superbe, hein, bien sûr. Donc voilà, notre licence quand même à très fort potentiel. Jackie Chan avait acheté le nom de Jackie Chan pour développer un jeu. D'ailleurs, on reconnaît très bien le sprite de Jackie Chan dans le jeu. Et par contre, ça c'était un très très bon jeu aussi. Donc voilà, ça pour encore, je vais peut-être essayer de trouver d'autres licences. Parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup d'autres. Ah oui, alors après, le reste des licences, ça va se trouver en version CD-ROM. Mais comme moi j'ai séparé le display, là on peut voir ici donc le display des U-Card, donc les versions carte ou cartouche. Et ici, un rayon CD-ROM. Et on va d'ailleurs y jeter un œil dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur CD-ROM? J'ai présenté les jeux les plus emblématiques du CD-ROM. Dracula X fait certainement partie des meilleurs. Une version absolument magnifique, musique, intro animée, très beau graphisme. À l'époque, c'était considéré comme le meilleur Castlevania. Il était absolument magnifique. Un superbe shoot'em up aussi, Steam Hearts.
Des shoot'em up, il y en a eu beaucoup. Les adaptations aussi des jeux Valis qui étaient magnifiques sur la NEC, surtout avec des musiques géniales, même si les versions Mega Drive étaient aussi à la hauteur. On a eu évidemment une version de Strider. Alors je ne sais pas si elle était aussi bien que la version Mega Drive, mais on peut voir sur la... parce que moi j'ai joué qu'à la version Mega Drive. Donc dans cette version de Strider, on voit ici, en petit, marqué Arcade CD-ROM. Donc ce logo, pour pouvoir le faire tourner, il fallait rajouter cet accessoire. Alors, on va voir après les jeux contenus dans ce display. Je vous montre vite fait déjà ce que ça donne. Là, on n'est que sur du CD-ROM. Donc voilà les accessoires ici. Ils appelaient ça donc l'Arcade Card Pro et Duo, donc deux versions, mais bon, pour la même fonction, pour la même fonctionnalité. Alors je vais en prendre une pour montrer ce qu'on faisait avec. Donc pour utiliser les jeux CD-ROM avec la technologie Arcade Card, il fallait donc le CD-ROM bien entendu, mais aussi la PC Engine à carte. Donc on enlevait ça, on rajoutait cet accessoire ici dans la console. Et ça, là par contre, c'était un petit peu comme une PlayStation Pro maintenant. Là, ça upgradait les caractéristiques de la console. Ça permettait notamment d'afficher des sprites plus gros, d'afficher plus d'éléments à l'écran, comme si ça upgradait un peu la mémoire de la console et les capacités à afficher des jeux plus gourmands en mémoire. Et on le voit là très bien, hein. Donc, une carte normale ici, et la carte ici qui est beaucoup plus épaisse. On voit qu'il y a une partie épaisse là-dessus qui contient tout un tas de composants. Alors je ne connais pas le détail, mais c'est ce qui permettait de faire des adaptations des jeux d'arcade. Parce que là, j'ai montré Strider, mais il y a aussi énormément de jeux de combat, de combat de la Neo Geo qui ont été convertis via cette technologie. Donc revenons sur le CD-ROM. Alors déjà, le CD-ROM était très très peu distribué en France. Alors je sais qu'il y a certaines boutiques parisiennes qui l'ont eu, notamment Shoot Again qui était un des grands spécialistes de la NEC à l'époque. En province, notamment moi dans le sud de la France, personne n'importait cet accessoire, déjà parce que c'était très très cher, mais surtout parce que les jeux n'étaient pas du tout adaptés à notre marché. Il y avait énormément de jeux de rôle, parce que les Japonais étaient vraiment fans de jeux de rôle, et là, alors là, ils en ont eu pléthore sur la PC Engine, et notamment sur le CD-ROM, avec d'excellents jeux, mais bon, en japonais, c'était très difficile à y jouer, puisqu'on ne comprenait rien. Mais ça donnait très envie, hein, notamment cette série de jeux, les Tengai Makyo. Alors ça, c'était vraiment considéré à l'époque comme ce qu'il y avait de mieux. D'ailleurs, on voit ici que celui-ci, il utilise la technologie arcade CD-ROM, dont on parlait juste avant, et des jeux qui étaient graphiquement très très beaux, même si c'était assez minimaliste, hein. C'était pas du Chrono Trigger sur Super Nintendo au niveau du pixel art, mais c'était quand même très beau. Mais surtout, il y avait énormément d'animés, de phases de cutscenes. Là, ça c'est la version jeu de combat, si je me souviens bien. しかし、火の一族二人と力を合わせねば、正門には立ち向かえぬぞ。何をしておる。大門卿がジパングを支配してしまうぞ。 Donc une excellente série de jeux de rôle, mais ils en ont eu plein des jeux de rôle sur cette console. Des adaptations bien sûr de Might and Magic, mais bon ça c'était quand même très très moyen. Il y a eu aussi les Dragon Slayer qu'on voit ici. Il y a eu les premiers épisodes de Megami Tensei, me semble-t-il. Legend of Xanadu. On parlait des jeux à licence aussi. Ben voilà, l'arrivée de l'âme, donc au Japon, Urusei Yatsura. Ça donnait vraiment envie quand on voyait ce genre de boîte, puisqu'on les voyait à la télé, ces animés. Ils ont eu aussi Cobra sur la PC Engine, Cobra en 2 parties, ici. Donc une série culte des années 80.
mais ils ont eu aussi Dragon Knight. C'était connu parce que c'était un jeu avec quelques scènes pseudo-érotiques. Alors on voyait quelques femmes se dénuder, ce qui suffisait à exciter les otaku de l'époque. Moi, je n'ai pas pu en faire partie parce que je n'avais pas le CD-ROM. Je n'ai jamais eu le CD-ROM NEC à l'époque. Ben, pour ces raisons, c'est qu'il y avait peu de jeux compréhensibles pour moi. Moi, je ne parlais pas japonais à l'époque. Et là, faire tous les jeux en japonais, tous les jeux de rôle, il n'y avait pas assez de jeux d'action pour moi sur cette console. Même si là, je fais le tour maintenant et j'en trouve là des jeux d'action, notamment Hellfire qui est un super shoot, mais il était déjà sur Mega Drive, donc j'avais pas de raison de l'acheter sur la NEC. Ça, c'était un excellent aussi clone de Shinobi. Pareil pour Kazekiri, un très bon jeu d'action dans le Japon médiéval. Là, ici aussi, des très bons shoot'em up. Ici, on trouve un Crest of Wolf, peu connu, mais qui est un clone de Streets of Rage ou de Final Fight, donc un beat'em up. On voit ici en version américaine, qui est bien rare en version américaine aussi. Donc de très bons jeux, mais pas facilement accessibles, même pour un passionné comme moi je l'étais à l'époque. Donc je n'ai pas eu le CD-ROM NEC. J'ai découvert tous ces jeux la première fois où je suis allé au Japon. Je n'avais jamais vu ni eu des jeux CD-ROM avant d'aller au Japon. Et quand je suis arrivé au Japon, j'ai vraiment été très très surpris de voir à quel point il y en avait partout. Moi je pensais que c'était hyper rare et que j'allais un petit peu avoir des difficultés pour trouver des jeux, puisque j'avais mis dans ma wishlist de trouver 7 séries de jeux, Is je crois. Donc ça c'était Is 1 plus 2, une compile, Is 3 et Is 4. Je voulais absolument cette série de jeux qui était mythique. Donc je les ai trouvés tout de suite, dès la première boutique, ils étaient dispo. J'ai tout trouvé, tout ce que je voulais, je l'ai trouvé lors de ce premier voyage. Je voulais les valises, je les ai trouvées aussi. Pareil pour les conversions des Wonder Boy, qui au Japon ça ne s'appelait pas Wonder Boy. Ils ont eu une version de Wonder Boy ici. Ça, je crois que c'est le shoot'em up. Mais les vrais jeux d'aventure, les meilleurs, les Monster World notamment, ils étaient sous la licence de Bikuliman et pas sur Monster Boy, puisqu'ils avaient été entièrement reprogrammés par Hudson Soft. Qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Ah ben les voilà, les jeux qui utilisent l'arcade card, les conversions des jeux Neo Geo. Donc on retrouve Fatal Fury 2, on retrouve World Heroes 2 et Fatal Fury Special. Qui tournait avec cette technologie. Alors les sprites étaient quand même beaucoup plus petits que ce qu'on pouvait trouver sur Neo Geo, mais c'était quand même une très très belle conversion sur une console qui était censée être une console 8 bits. C'était quand même assez fou de voir tourner des jeux comme ça. Mais il y avait bien plus fou que les jeux CD-ROM. À l'époque, au début des années 90, il y avait un jeu que tout le monde voulait chez soi. Ce jeu, c'était évidemment celui-ci. Street Fighter 2. Je ne vais pas commenter Street Fighter 2, je crois que tout le monde y a joué. On peut regarder ces magnifiques petites figurines au passage. Voilà. Mais pour revenir sur ce jeu, alors ça c'était vraiment incroyable à l'époque. Parce que moi j'avais cette console. J'ai eu cette console en premier, avant d'avoir la console de salon de la NEC. Parce que je fais une petite aparté avant de revenir sur Street Fighter. Mais il faut donc comprendre que les Japonais ont eu donc cette console en premier, avec cette technologie à carte, et donc avec ces graphismes. Et 2 ans après, NEC propose donc une version portable, mais qui utilise les mêmes jeux. C'était incroyable à l'époque, parce que la Game Boy, elle utilise des jeux Game Boy. Il fallait acheter des jeux qui ne tournaient que sur Game Boy. Alors qu'avec NEC,
Pareil pour la Game Gear qui est sortie après. Il y avait des jeux Game Gear, il y avait des jeux Master System, des jeux Mega Drive, mais ils étaient tous différents. Là, on n'avait pas besoin d'adaptateur. On mettait juste les jeux dans la console et on pouvait jouer aux jeux en version nomade. Donc effectivement avec la Switch on est habitué maintenant à ce genre de concept, mais là on est en 1990 avec cette console. Alors je ne sais plus si c'est 90 ou 91 la date de sortie de la PC Engine GT. Et donc, moi, quand j'ai acheté cette console, je n'avais pas la version salon de la PC Engine. Je venais d'avoir cette console avec tous ces jeux disponibles. Donc autant dire que j'avais pas les moyens de tout acheter, mais la tentation, elle était énorme. Parce que quand on achetait la Game Boy au début, on avait 2-3 jeux au départ, et après on avait le temps de rattraper les sorties un peu tous les mois, pour ceux qui avaient la chance d'avoir un jeu par mois. Moi, c'était à peu près ce que j'avais. Un jeu par mois, c'était la moyenne de ce que je pouvais avoir. Un jeu soit sur Mega Drive, soit sur Master System, soit sur la PC Engine. Et donc, j'avais choisi le premier jeu que j'ai eu sur cette console, avec la console, c'était celui-ci, le tout premier, Cybercore, mais il était pas fracassant, mais il était quand même sympa. Il était offert avec la console. Je m'en suis vite classé et j'avais acheté celui-ci aussi, Legend of Hero Tonma, une petite merveille de graphisme. Bon alors rien d'étonnant en soi quand on voit que c'est édité par Irem, qui était déjà l'éditeur de R-Type à l'époque, donc un jeu fabuleux. J'avais acheté quoi aussi après? Ah ouais, ce jeu, alors là, ça c'est totalement mythique. Ninja Spirit. Quel jeu extraordinaire. Il était vraiment incroyable. Alors bon, comme les sprites étaient petits, c'est vrai que sur l'écran de la PC Engine, ça c'était un peu le souci, c'est que même si la résolution était top, comme on avait l'équivalent des jeux salon sur console portable, là les personnages à l'écran ils étaient quand même relativement petits, mais ça restait très très jouable, rétro-éclairé, c'était magique. Et donc je reviens maintenant sur Street Fighter 2, et donc Street Fighter 2, eh bien on pouvait y jouer là-dessus. Et je me suis retrouvé, moi j'ai une anecdote, bon j'en suis pas très fier parce que c'était pas très cool de faire ça, mais je me suis retrouvé à prendre pris cette console avec moi dans l'avion, avec Street Fighter. Et donc, je me suis retrouvé, il n'était pas tout à côté de moi, mais il n'était pas loin, avec un autre gamin qui lui avait la Game Boy. Et moi, j'avais ça. Donc, on était quasiment à côté. Lui jouait à ça, moi je jouais à ça. Et je me souviens que je me tournais un peu pour un peu lui montrer ce que moi j'avais, pour faire un peu le kéké. Donc je suis pas très fier d'avoir fait ça parce que cette arrogance, c'est un peu une arrogance mal placée, mais bon voilà, j'étais tellement fier d'avoir cette machine avec Street Fighter. Alors évidemment, on peut voir qu'il y avait un problème quand même avec Street Fighter, c'est qu'il n'y a que 2 boutons. Donc pour jouer à ce jeu, c'était quand même difficile, sachant que on pouvait y jouer, mais il y avait une petite astuce. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'avais configuré le gros pied et le gros poing, donc j'avais les principaux ici, et quand on appuyait pendant le jeu sur Select, on pouvait passer à pied moyen, point moyen, et en appuyant sur Select, pied faible et point faible. C'était suffisant avec 2 boutons, on pouvait quand même s'amuser, mais c'était pas parfait quand même. Donc si on voulait avoir une meilleure façon de jouer, eh bien, on pouvait repasser sur la version console, laquelle on avait la possibilité de brancher un pad 6 boutons qui était là parfaitement compatible pour jouer à Street Fighter 2. Donc voilà, une console au top. Hein. Donc on peut voir aussi que au niveau du design des boîtes, les premières boîtes, alors ça c'est la Mini qui est sortie il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, avec la manette Mini, qui reprend exactement le design de la version originale. NEC avait opté pour un design ligne comme ça, horizontal, alors que Sega, eux, avaient un design
comme ça de quadrillage sur leur boîte. Donc ils avaient opté pour ça, donc on le retrouve ici sur le pad arcade. Donc ça c'est pour les versions japonaises. Tout à l'heure j'évoquais le fait que la PC Engine était sortie sous le nom américain de Turbo Express. Mais ça c'est pour la console portable. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. NEC a eu énormément de succès avec leur version japonaise de la PC Engine. C'était une console qui s'était très très bien vendue au Japon. Plusieurs millions, je crois bien. Mais ça suffit pas. On peut pas dire qu'une console a du succès si elle a du succès qu'au Japon. Tous les fabricants avaient en tête le marché américain dans un premier temps et le marché européen dans un deuxième temps, qui étaient les deux plus gros marchés au monde hors Japon. Et particulièrement le marché français, qui était dans la zone Europe le plus gros marché. Donc NEC, ils ont eu des choix à faire à un moment, comment ils allaient distribuer leur version américaine. NEC aurait pu s'inspirer du succès de Sega. NEC veut conquérir le marché américain. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ouais, regarde, notre console, là, la PC Engine, elle est petite. Ce que tout le monde trouvait un argument positif, la technologie miniaturisée, mais ils se disent, bah non, les Américains, ils vont préférer quelque chose de gros. Alors, ils vont inventer un nouveau design pour cette console, et ça sera la TurboGrafx. Alors déjà, ils ont changé le nom. Au lieu de l'appeler PC Engine, ils l'ont appelé TurboGrafx 16. Alors ils ont mis 16 parce que c'était censé être une technologie 16 bits, sauf que ça ne l'était pas. Mais effectivement, la Mega Drive étant sortie, il fallait quelque chose pour évoquer cette ère 16 bits, parce que s'ils avaient sorti ça en avant le fait que ce soit une 8 bits, bon, ça n'aurait pas été très vendeur. Donc TurboGrafx aux États-Unis, avec une gamme d'accessoires. Donc le Turbo Stick, on voit bien que c'est le même design. On a eu quoi aussi? On a eu le Turbo Tap dans le même design, qui était le quadrupleur, enfin le quintupleur même. On a eu aussi donc le pad supplémentaire, toujours pareil, TurboGraf, toujours sous le même nom. Donc cette console, la TurboGrafx, elle était beaucoup plus grosse, elle était moche. Tout ça pour faire penser aux Américains que si c'était gros, c'était puissant. Ce qui est, à mon avis, complètement ridicule, mais à l'époque, bon, c'était comme ça. On peut aussi voir que les boîtes de jeux n'ont rien à voir avec les versions japonaises. Alors, je vais en prendre une ici, par exemple. Voilà une boîte de version américaine d'un jeu NEC. Ninja Spirit. Alors, c'est là où ça fait très très mal, parce que là, on va les mettre à côté. Voilà ici la version japonaise, avec cette illustration dingue, tellement elle est belle, et cette pathétique illustration américaine. Alors là, je peux vous dire que les versions américaines, c'est un florilège de boîtes pourries, mais c'est du délire, la mocheté des boîtes. D'ailleurs, c'est une console qui est connue pour ça, pour avoir des versions américaines d'une nullité affligeante. Alors je vais vous sortir direct ce qu'il y a de plus moche, comme ça vous donne une idée. Donc voilà, ça c'est un jeu de rôle. Le artwork, je pense qu'un enfant de 6 ans est capable de le réaliser. Alors peut-être dans des proportions un petit peu différentes, mais on n'est quand même pas loin d'un dessin de maternelle. Ouais, pour un jeu de rôle qui était assez moyen. Heureusement, il y a des screenshots derrière qui permettent de se donner une idée de ce qu'est le jeu. Pareil pour notre ami PC Kid. Alors PC Kid qui a été affublé du nom de Bonk. Ok, et voilà, Bonk's Revenge en version américaine, donc c'est-à-dire l'équivalent de PC Kid 2. C'est pareil, quoi. Le niveau, voilà, le dinosaure à côté, là, enfin, le Triceratops,
c'est quand même dingue. Et puis même le design de PC Kid hein, qui est ridicule. Alors on peut quand même trouver des boîtes sympas en version américaine. Il y en a quelques-unes malgré tout. Je vais sortir pour moi, je pense que c'est ma préférée. C'est le shoot basé sur l'univers de PC Kid. Herzog, ils ont appelé ça en version américaine. Je la trouve vraiment très 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 jolie cette boîte. Très années 90 avec ces espèces de liserés jaunes sur le côté, la police rouge comme ça, et puis le robot là en coupe qui est vraiment top. Ça c'est beau. On en a une autre aussi qui est assez intéressante. C'est celle-ci. Ghost Manor. Là l'illustration elle est pas mal. Ça donne quand même envie. On est dans l'ambiance. En plus il faut savoir que ce jeu est sorti qu'en version américaine. Il n'est pas sorti, il n'y a pas de version japonaise de ce jeu dans ce format-là. Ça n'existe pas. Voilà, la même chose mais en CD-ROM. Cosmic Fantasy 2. Alors c'est un petit jeu de rôle sympa sans plus. Hein. C'est pas génial, mais bon, à l'époque c'était dans le standard de l'époque. Édité par Working Designs, qui a été très connu pour éditer tous les, enfin non pas tous, mais énormément de jeux en version américaine sur le Mega CD, même sur d'autres consoles après sur la PlayStation. Donc c'était leur spécialité. Alors là, on peut voir aussi l'espèce de chat là. Le chat, il est quand même d'une mocheté affligeante. Les proportions sont nulles. Enfin, ouais, bon. Donc tout est assez mauvais sur cette console. Donc ça aussi, ça a participé à un lancement en demi-teinte de cette console, voire un lancement très moyen, puisque déjà ils ont mis énormément de temps à se mettre d'accord pour sortir la version américaine. Donc les gens étaient déjà sur la Mega Drive et la Super Nintendo, et là on retombait sur des jeux qui étaient quand même pas au niveau. Il y avait une espèce de retour en arrière technologique. Au Japon, là où ils avaient été dans l'innovation technologique, aux États-Unis, ils se retrouvaient dans la position inverse. Ils n'étaient plus du tout un leader technologique. Donc, les ventes n'ont jamais décollé. Après, ils ont essayé de sortir le CD-ROM, qui a été une catastrophe. Bref, ça a été un enchaînement d'erreurs qui ont fait que la version américaine ne s'est jamais imposée aux États-Unis. Mais ce n'est pas la seule erreur. Ce moment-là, c'est le début de la descente aux enfers de NEC. Sega a sorti la Mega Drive, la Super Nintendo est là. Qu'est-ce qu'on fait pour concurrencer ces machines? On va sortir nous aussi notre console 16 bits. Une vraie console 16 bits. Et voici la console qui est venue après la PC Engine. Donc la Super Graphics. Alors d'ailleurs on voit toujours le logo PC Engine parce qu'elle était compatible avec les jeux PC Engine. C'était des cartes aussi, de la même format de carte. Pourquoi pas, une console plus puissante, mais encore une fois, d'énormes erreurs. Une manette avec 2 boutons. Ce qui était fou parce que les autres en avaient entre 3 et 6, et là ils sortent une manette avec 2 boutons. Au début, on se dit, waouh, on trouve ce jeu. Donc une adaptation de Ghouls and Ghosts, qui n'est pas le Super Ghouls and Ghosts de la Super Famicom. Il s'appelle Dai Makaimura puisque c'est celui qu'on avait donc trouvé sur Mega Drive et qui est une adaptation de l'arcade. Mais là, top niveau, on est quasiment sur de l'arcade perfect sur cette version. C'est très très bon. Bon, un jeu bien, mais surtout après, il y a quasiment aucun jeu qui était sorti sur cette console parce que dès le lancement de la console, NEC n'en vend pas. Il y a déjà un problème, les joueurs se disent mais cette console elle sert à quoi? Il y a quoi comme jeu? Alors effectivement il y a le Ghouls and Ghosts qui fait vendre un petit peu au début. Après on retrouve en 1941 donc l'adaptation du shoot d'arcade de Capcom qui était plutôt de bonne facture. Un autre shoot Battle Ace, je sais même plus ce que ça vaut. Ça, Grand Zort qui était considéré comme un bon jeu d'action mais ça casse pas non plus des briques. Aldines plutôt. Un shoot aussi, bon, mais pas rien de fabuleux. Et donc, on se retrouve avec une console avec 5 jeux disponibles. Donc là, j'ai le full set des jeux de la
super graphics. Alors c'est pas très difficile à avoir le full set, hein, puisqu'il n'y a que 5 jeux. Voilà. Et c'est une catastrophe au niveau des ventes. Donc elle n'est même pas sortie aux États-Unis, cette console. On fait une petite aparté parce que après la Core Graphics 1, ils ont sorti la Core Graphics 2 avec le CD-ROM 2. Donc il y avait un nouveau design. Là on voit que la console, le CD-ROM, il s'insère dedans. Là ça fait une espèce de gros vaisseau spatial plutôt pas mal. Moi je trouve ça carrément de design maintenant. Bon, à l'époque je trouvais ça moche, mais maintenant je trouve ça pas mal du tout. Bon, ça n'apporte pas grand-chose, à part qu'il y avait quelques petits rajouts en hardware, mais rien de fracassant. Donc après cette génération-là, on est sur cette génération-là, ça fait un flop. Donc qu'est-ce que se dit NEC? On va sortir une console 32 bits pour concurrencer l'arrivée de la Saturn et de la PlayStation. Et donc ils ont comme idée de sortir cette console, la PC FX. Alors qui ressemblait à une espèce de tour PC. Alors là on est sur une manette quand même 6 boutons, ça y est. On a toujours une croix qui est quand même ancienne génération, mais bon, on est sur les standards de l'époque, croix et 6 boutons. Bon, au moins ça. Et alors là, c'est le choix de NEC qui va être quand même très très étonnant. Il faut comprendre qu'à l'époque, ce qui semble être l'avenir des jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle les full motion vidéo, c'est-à-dire des films interactifs. Alors, au début, effectivement, sur le papier, on a des graphismes qui se rapprochent de la réalité, puisque ce sont des films digitalisés. On en a eu beaucoup sur Mega CD, d'ailleurs, en version américaine, puisque c'était aussi un des angles d'attaque que Sega avait choisi pour imposer le Mega CD aux États-Unis, ce qui a été un échec total. Et ce qui a été un échec retentissant aussi pour la PCFX, parce que NEC avait fait le choix donc de faire une console qui était très très puissante pour faire tourner les jeux, les full motion vidéo. Mais sauf que personne n'en avait rien à faire de ces jeux à l'époque. Là, sur Saturn, on avait déjà des jeux 3D. Sur PlayStation, on avait encore des jeux 3D de meilleure qualité que sur Saturn. Tout le monde était sur la 3D temps réel. C'est ça que les gens voulaient à l'époque. Et c'est NEC qui sort des pauvres dessins animés interactifs. Alors là, il y a quelques exemples ici. Je crois que ça doit en être un là. J'en prends un au hasard. Alors ça, c'est un... c'est quoi ça? C'est New Generation. Un jeu de drague avec des filles, bien sûr. Alors là, on voit ici quelques screenshots. Ça n'a aucun intérêt. Cette console, elle est connue pour avoir quasiment que des jeux qui n'ont aucun intérêt. Alors je dis quasiment parce que quand même, on peut trouver des jeux qui sortent du lot. Et notamment, ils sont là, hein, les deux jeux qui sortent à peu près du lot. Alors il y a une adaptation, non, il y a une version de Tengai Makio, donc le jeu légendaire dont je parlais tout à l'heure, de la PC Engine, qu'on voit ici en version CD-ROM. Ils ont bien fait une version PCFX. Alors, je l'ai mise là, c'est pas pour illustrer la qualité du jeu. Justement, c'est assez marrant de voir ça parce que je m'étais mis en tête que c'était un jeu de combat, non, mais pas du tout. C'est un jeu de combat, mais en full motion vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des séquences animées qui s'enchaînent, mais en aucun cas on combat en temps réel dans ce jeu. Bon, je l'ai mis là parce qu'il est rare, c'est un des jeux rares de la PCFX maintenant. Et le jeu le plus rare, et qui est peut-être aussi un des meilleurs, c'est Zenki, qui est tiré d'un manga japonais aussi d'ailleurs, donc encore une licence. Et là, on est sur un vrai jeu d'action. Donc, je crois que c'est quasiment le seul d'ailleurs jeu d'action où on peut vraiment jouer comme on pouvait jouer sur Mega Drive ou Super Nintendo. Plutôt beau graphiquement, quand même. Mais donc, un jeu bien sur cette console. Enfin, un jeu qu'on avait envie d'avoir, nous occidentaux. Alors, bien sûr, cette console n'est jamais sortie
en version américaine, hein, puisqu'elle a fait un gros bid au Japon aussi. Hein. Malgré son design qui était prometteur, puisqu'on s'est dit, ouais, une tour PC, ça a l'air puissant, bon, qu'est-ce que c'est? Mais une fois qu'on a vu les jeux tourner, on a fait, ah ok, bon ben au revoir. Hein. Il y a eu quand même quelques jeux de rôle de bonne qualité. Je crois que celui-là était pas mal. Moi, j'ai jamais joué à la PCFX. Hein. Je l'ai même jamais branché tellement c'était une console qui m'intéressait pas. The Last Imperial Prince. Alors là, c'est un jeu plutôt dans le genre de ease action RPG apparemment, qui a l'air pas mal. Bon, il y a quelques petits jeux aussi peut-être qui tiennent la route. Je me demande si celui-là c'est pas un shoot. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, il me semble que celui-là est pas mal. Zero Iga. Un shoot de qualité correcte, mais rien de faramineux non plus. Ils ont quand même tenté aussi de ressortir Dragon Knight, qui avait quand même bien fonctionné sur PC Engine, parce que on avait des filles en décolleté, et voilà, on en voit une ici. C'est un jeu qui avait une réputation d'être un peu sexy, voire presque limite érotique pour l'époque. Donc voilà ce qu'on trouvait sur cette console pathétique. Un pote qui me l'avait ramené du Japon, parce que quand il était allé acheter la Dreamcast au Japon, il l'a payé 30 € en boîte. Donc elle était déstockée, mais à tout va au Japon. Après moi quand j'étais au Japon pour le business, j'en ai ramené quand j'étais grossiste. J'en achetais régulièrement. Effectivement, je les achetais entre 20 et 30 € en boîte. Bon, maintenant ça vaut plus cher parce que c'est une console que les collectionneurs aiment avoir parce qu'elle est rare, vu elle s'est très mal vendue, elle est maintenant devenue assez rare et les jeux aussi. Mais sinon, pour y jouer, c'est vraiment une console qui n'a aucun intérêt. Donc voilà, une descente aux enfers. Nex s'est jamais relevé de ses échecs successifs. Là où Sega avait réussi à se relancer avec la Dreamcast, NEC n'a jamais réussi à se relancer avec la PCFX. Pour moi, l'âge d'or de cette console, c'est vraiment fin 80, début 90. C'est là où cette console a brillé, a donné tout son potentiel avec des jeux vraiment fantastiques. Donc parmi les U-Cards, il y a eu d'excellents titres, notamment Magical Chase, qui est un très très beau petit shoot'em up très mignon. Darius Alpha. Alors celui-là, c'est peut-être un des jeux les plus rares que j'ai dans ma collection. Parce que Darius Alpha, on ne pouvait pas l'acheter. Quand on voit ça ici, là, je le montre là, ces trois petits kanji là, ici, ça signifie que le jeu est not for sale. On ne pouvait pas l'acheter dans le commerce. Il fallait le gagner sur les concours que Hudson organisait. Ou je ne sais plus si c'est Hudson ou NEC qui organisait ces concours. Un peu comme faisait Nintendo aussi aux États-Unis. D'ailleurs, puisqu'on parle de ces concours, voici les jeux qu'on pouvait gagner. Donc il y a une version on le voit ici, hein, spéciale version, ça signifie qu'on ne pouvait pas l'acheter, avec les trois petits kanji dont je parlais juste avant. Donc on pouvait gagner ces cartes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de boîte. Pour expliquer comment ça fonctionnait, sur les concours, il y avait des versions spéciales de jeux. Donc il y a eu, on les voit ici, il y a eu Soldier Blade, Final Soldier, PC Kit 3 et Gunhead. Donc surtout des jeux d'action. Il n'y avait par exemple que 1 ou 2 niveaux disponibles, mais qu'il fallait faire en un temps limité ou le meilleur temps pour gagner le concours. Et quand on gagnait le concours, on pouvait repartir avec le jeu en version cartouche qu'on pouvait jouer chez soi après. Donc ces cartes-là, elles ont beaucoup de valeur maintenant, bien sûr, puisque elles n'ont pas été éditées comme des jeux que l'on peut acheter dans le commerce. Pareil pour ce jeu-là, ici, Circus Lido, qui est un jeu qui a été disponible que dans les librairies pendant un moment au Japon. Donc il n'était pas vendu dans les magasins de jeux vidéo. Donc il a été rare pendant longtemps. Bon, maintenant, je pense qu'il n'est pas si rare que ça. Mais ça fait quand même partie des jeux que les collectionneurs recherchent. Alors là on est sur carrément une pièce de musée. Déjà parce que le jeu est très rare maintenant. Koryun, c'est un petit shoot très mignon qui a été développé par très peu de personnes. Donc d'ailleurs, j'avais eu la chance de pouvoir parler
au programmeur du jeu qui m'avait confié avoir réalisé ce jeu quand il n'était même pas majeur, 17 ans, dans sa chambre, tout seul, ce qui est quand même incroyable. Hein. Donc c'est un jeu qui n'avait pas eu beaucoup de succès à l'époque, puisqu'il avait été très peu édité. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires sur le marché. Et là, moi j'ai la chance d'en avoir une version sous blister, neuve. Je n'en ai jamais vu d'autres, ni à la vente, ni au Japon. Donc je pense que celui-ci fait partie des jeux vraiment très rares de ma collection. Pour parler des excellents jeux aussi, on peut parler de Final Match Tennis, un jeu jouable à 4 en même temps avec le quadrupleur. Magnifique ce jeu, une jouabilité légendaire. Il a été longtemps considéré comme le meilleur jeu de tennis avant que Virtua Tennis n'arrive. Il y a eu aussi bien sûr les Neutopia, qui étaient l'équivalent des Zelda de la NEC. Très très bon jeu. Énormément de jeux Namco aussi sur cette console, et le mythique Splatterhouse qu'on voit en haut là, avec cette publicité pour la sortie de la version américaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. Bon, il y a encore pas mal d'anecdotes. Hein. Là, j'en vois une dernière pour la route. R-Type. R-Type, c'était un des jeux avec Street Fighter que tous les éditeurs de consoles voulaient avoir sur leur console. Parce que c'était le shoot 'em up le plus populaire de l'arcade à l'époque. Surtout que les salles d'arcade, à la fin des années 90, les shoots et les jeux de baston, c'était vraiment les deux catégories reines de l'arcade. Et R-Type, il avait été magnifiquement adapté sur la Master System, qu'on voit ici, par Sega. Et il avait été adapté sur la NEC par Hudson Soft, alors que c'était un jeu IREM. Mais c'était donc Hudson Soft qui s'était chargé de la conversion. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a marqué 1 dessus, R-Type 1, et on a un R-Type 2. Le jeu était tellement difficile à adapter qu'ils avaient dû le couper en deux pour qu'il tienne sur les petites cartes U-Card qu'on voyait tout à l'heure. Et donc ils ont, je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux sur le 1 et le reste des niveaux sur le 2. Bon, alors c'était un choix particulièrement audacieux de faire ça. Mais bon, à l'époque, c'était la meilleure conversion. Donc c'était tellement bien d'avoir R-Type sur sa console de salon, qu'il s'était quand même plutôt bien vendu. Et bien sûr aussi, l'annexe, c'est la console de Bomberman. Alors Bomberman, il y en a eu tous les ans, ils ont sorti une nouvelle édition. La version 93, la version 94. Moi, c'est sur cette version que j'ai énormément joué. Donc à l'époque, il y avait déjà la Mega Drive, hein, donc on était déjà sur des graphismes qui n'étaient pas forcément très beaux, mais le mode 4 joueurs, moi j'y avais joué à 5 même je crois, sur ce jeu, c'était un régal. C'était vraiment la perfection. Très très bon jeu. Voilà ce qu'on peut dire sur la NEC. Pour finir, les adaptations des jeux Sega sur la PC Engine qui n'étaient pas avec le label Sega. On ne voit pas le label, on le voit pas du tout. Il y a marqué, c'est NEC Avenue, je crois, qui s'occupait des conversions. Ouais, c'est ça, NEC Avenue. Et donc des petites adaptations des jeux d'arcade les plus populaires de Sega. Il y a même eu Altered Beast. Voilà. Moi, j'ai pas eu le temps de parler de cet éditeur de jeux aussi spécialisé dans les jeux un petit peu érotiques. Cet éditeur s'appelait Game Express. Ça sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette émission et à bientôt.